Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète. Vous êtes bien dans l'émission de TV5 Monde entièrement consacrée au développement durable. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir ceux qui s'engagent pour la préservation de la planète. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine? Réponse avec le sommaire de l'émission. Au Sénégal, pour ne pas se ramasser, on plante. Il s'agit de protéger les cultures de l'ensablement et du vent. ONG, villageois, maraîchers bichonnent plusieurs milliers d'arbres. Pendant que le monde a les yeux braqués sur la marée noire en Louisiane, l'affaire du Probo Koala est jugée à Amsterdam, quand un scandale chasse l'autre. Séquence éco-gestes et si en ville on laissait tomber la bagnole. Le miel de Paris, deuxième épisode, à la rencontre de Simon Pierre, apiculteur des voies ferrées. Et comme chaque semaine, Coup de pouce pour la planète, c'est aussi un invité. Bernard Durand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'une agence de communication, vous avez été journaliste à l'Expansion, à Jeune Afrique. Vous êtes aussi un économiste qui s'intéresse aux relations entre le public et le privé, aux liens entre les pays en voie de développement et les établissements financiers. Première question, l'économie, c'est un axe incontournable pour le développement durable ? Bien sûr, l'économie est au centre de tout et ça, on ne peut pas en faire l'économie, si je peux faire ce jeu de mots. L'économie, mais une économie autrement pensée, une économie maîtrisée, une économie, je dirais, intelligente, très intelligente, qui soit capable de prendre en compte de multiples dimensions et c'est pour ça que c'est compliqué. Donc il faut changer de modèle. Je pense qu'il faut le faire évoluer de façon significative, oui. Alors, il y a quelques semaines est sorti ce livre, Les abeilles, la planète et le citoyen, aux éditions Rue de l'Échiquier. C'est vous qui en êtes l'auteur. Un ouvrage dans lequel vous vous demandez pourquoi les pollinisateurs que sont les abeilles disparaissent de façon si mystérieuse. Alors, on va y revenir tout à l'heure, puisque notre feuilleton est consacré justement aux abeilles. Mais à quel point est-ce que c'est grave ? Il semblerait malheureusement que ça soit assez grave. C'est grave, c'est-à-dire qu'on observe des mortalités de 30 et quelques % sur les abeilles, qui sont les pollinisateurs domestiques. Dans le monde entier ? Dans un grand nombre de régions, en Amérique du Nord, en Europe, et même en Asie, et même dans des régions isolées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vraie sonnette d'alarme qui est tirée par tous les experts sur la question. Donc c'est grave, oui. Donc on y reviendra tout à l'heure, je l'ai dit. On va passer à notre image de la semaine et direction la Norvège. Par la bouche de son ministre de l'Énergie, Oslo a annoncé le gel des forages en profondeur. Les autorités norvégiennes veulent en savoir plus sur les causes de la marée noire dans le golfe du Mexique. Donc en gros, on arrête tout et on attend une enquête, ce qui ne devrait quand même pas trop peser sur l'économie de la Norvège, qui est quand même le 5e exportateur mondial de pétrole. Alors Bernard Durand, aux États-Unis, c'est un moratoire de 6 mois qui a été décidé sur les forages en haute mer. Londres aussi a décidé de faire une pause dans l'exploration. Est-ce qu'on peut parler de prise de conscience? Est-ce que la marée noire en Louisiane a donné une leçon? J'ai l'impression que c'est un petit peu trop tôt pour répondre à votre question comme ça. Prise de conscience, il faudra peut-être un petit peu plus de temps. J'ai l'impression que c'est un énorme électrochoc pour tout le monde, parce que l'ampleur de cette catastrophe a dépassé tout ce qu'on pouvait craindre. On voit bien l'évolution de l'attitude du président Obama sur la question. Ça peut remettre en cause toute l'approche qu'on avait sur les forages pétroliers en mer. Et je dirais que c'est peut-être presque la bonne nouvelle dans cette très mauvaise nouvelle de la catastrophe. Et est-ce que c'est une catastrophe qui pourrait se reproduire ailleurs dans le monde, sur une autre plateforme ? Il semblerait que depuis quelques années, on ait pris des risques technologiques de plus en plus importants pour permettre d'aller forer de façon de plus en plus profonde. Et qu'à chaque fois, on a fait un petit pari technique. Alors maintenant, à savoir, est-ce que les pouvoirs publics des différents États concernés vont prendre des mesures. Le coup de pouce de la semaine à SOS Sahel. SOS Sahel, c'est une association qui s'est donnée pour mission de reverdir cette bande qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge en Afrique et qui sépare le domaine saharien au nord des savanes du sud. Alors, comment on s'y prend? Exemple avec cette opération au Sénégal, on associe les habitants, on replante des fils à eau, des arbres qui vont permettre de ralentir la désertification. Reportage signé Mylène Girardot, Paul Albertini. Alors, on plante. Et c'est parti, ambiance bon enfant cette fin de matinée pour une opération d'envergure. Toute la journée, ces villageois vont planter, planter et encore planter. Il faut dire qu'ici, dans cette région,
en bordure du littoral, entre Dakar et Saint-Louis. Malgré les apparences, il y a urgence. Notre objectif, je le rappelle, c'est de planter 1 million d'arbres. Aujourd'hui, on va en planter à peu près 1500. Donc c'est déjà une belle chose. Et on veut fixer définitivement cette dune qui menace en fait la parcelle maraîchère d'Oumarceau. Oumarceau, c'est lui. Et c'est avec un certain soulagement que le vieil homme voit ses compatriotes à l'ouvrage. Là, c'est la parcelle que je cultive. La dune en a déjà mangé presque la moitié. En plantant ces arbres, on arrêtera sa progression et je pourrai enfin travailler comme avant. L'ONG SOS Sahel est à l'origine de cette reforestation. Mais le chantier de Dieppe n'est qu'une partie de l'ambitieux projet. Le programme de reforestation touche en fait toute la bande de Filao. C'est cette bande qui protège l'ensemble des cuvettes maraîchères, des niayes, qui se situent, on va dire, sur à peu près 10 à 15 km d'épaisseur, depuis l'Atlantique jusqu'à l'intérieur des terres. Ne pas préserver ces colonies d'arbres, ne pas entretenir ces remparts naturels contre l'avancée du sable, c'est mettre en péril la sécurité alimentaire de tout le pays. Bien entendu, il a fallu trouver les fonds pour mener à bien l'opération. Un célèbre groupe hôtelier a mis la main à la poche et a trouvé une formule originale. Grâce à une campagne de sensibilisation auprès de sa clientèle, le groupe reverse aujourd'hui à l'ONG la moitié des économies réalisées sur ses frais de blanchisserie. Sur les 3 premiers mois, les économies qui ont été réalisées sur les 9 hôtels qui sont engagés pour l'instant dans la sous-région, ça représente à peu près 1 700 000 francs CFA. Ce sont des économies réelles qui sont faites. À terme, ce sont près d'1 million d'arbres qui seront plantés pour restaurer et préserver l'équilibre écologique. L'opération permettra également d'améliorer les revenus des agriculteurs. 30 000 personnes sont concernées. Alors Bernard Durand, je vais m'adresser à l'économiste. On a vu qu'un groupe hôtelier s'est associé à cette opération. Est-ce qu'on peut y voir ce nouveau modèle économique que vous appeliez de vos voeux il y a tout juste quelques minutes ? Oui, il y a l'amorce on pourrait parler presque d'une forme de cercle vertueux. Si on prend ce groupe hôtelier, clairement, il s'engage dans ce type d'opération, même si ça reste encore de façon assez modeste, marginale, pour des sommes relativement pas encore très importantes, mais il le fait parce que, quelque part, il va gagner en image de marque. C'est-à-dire qu'en fait, les grands groupes, qu'ils soient hôteliers ou dans d'autres secteurs, sont un peu condamnés à ce genre d'action pour améliorer leur image de marque, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus agir en utilisant uniquement des critères d'efficacité économique. Elles doivent montrer et prouver qu'elles agissent pour la société, qu'elles agissent pour l'environnement, qu'elles ont un véritable comportement d'entreprise citoyenne permettant justement ce fameux développement durable. Même si c'est un peu hypocrite ? Non, je ne pense pas que c'est hypocrite, c'est un calcul bien pensé. Je pense à une chose très, très précise, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises dépendent d'investisseurs, de grands groupes d'investisseurs, par exemple de caisses de retraite américaines, de fonds de pension, etc. Et ces caisses et ces fonds et ces groupes d'investisseurs n'investiront dans les entreprises que si elles peuvent prouver qu'elles sont citoyennes. Donc aujourd'hui, parce qu'elles ont besoin de l'assentiment de ces grands investisseurs, elles se doivent de donner des preuves de leur bonne volonté et de leur comportement, je dirais, humanitaire. Alors, l'affaire du Probo Koala est dans le viseur de Coup de pouce pour la planète cette semaine. Le Probo Koala, c'est ce navire pétrolier qui avait déversé près de 600 tonnes de déchets toxiques à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était en 2006. 16 morts, des milliers d'intoxiqués. C'est le bilan de cette catastrophe dont le procès s'est ouvert aux Pays-Bas. Problème, les juges n'examineront que le volet néerlandais de l'affaire. Et c'est bien ce qui énerve Frans Vaillant. Pas d'image d'Amsterdam où a lieu en ce moment le procès du Probo Koala. Souvenez-vous, septembre 2006, des camions-citernes déversent la cargaison de ce supertanker autour de la capitale ivoirienne. 528 mètres cubes de résidus pétroliers ultra toxiques. Bilan officiel, 16 morts, 30 000 intoxications. Le procès qui se tient aujourd'hui porte uniquement sur les fautes imputables aux autorités néerlandaises.
Peu de chance de voir traiter le volet africain de l'affaire, car l'affréteur du cargo, la multinationale Trafigura, a pris soin de dégainer son carnet de chèques. 152 millions d'euros, montant de l'indemnisation globale conclue avec l'État ivoirien. Oui, le silence est d'or. Il y a quelques années, des confrères de France 2 avaient interrogé l'un des patrons de Trafigura. Pas de chance, à un moment, celui-ci avait oublié la présence de la caméra. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais finalement, vous auriez déchargé en mer, ça vous aurait coûté beaucoup moins cher. C'est vrai, j'aurais pris une amende de $1 million, et puis ça aurait été terminé. À l'ouverture du procès à Amsterdam, aucun représentant de la multinationale n'a fait acte de présence. Et pendant ce temps-là, à Abidjan, les déchets restent en souffrance, comme la population. Et pour en savoir plus sur cette affaire, je vous conseille la lecture de ce livre qui vient de sortir, Le cargo de la honte, l'effroyable odyssée du Probo Koala, un livre de Bernard Dussol et Charlotte Nittard aux éditions Stock. Alors Bernard Durand, le Probo Koala, si on résume, c'est un équipage russe. Il est immatriculé au Panama, un propriétaire grec, un affréteur hollandais et suisse. C'est un peu difficile de remonter la chaîne de responsabilité. Est-ce que ce n'est pas justement toute la difficulté qu'on rencontre quand on veut faire du développement durable, savoir qui est responsable? Effectivement, dans tout ce qui relève du commerce maritime, du trafic pétrolier, de tous ces navires qui circulent, qui sillonnent sur les océans, vous avez à chaque fois plusieurs intervenants et vous avez une chaîne qui est relativement complexe. Je crois que la seule façon d'arriver à maîtriser tout ça, c'est de clairement identifier les responsabilités et d'avoir des réglementations nationales, voire internationales, qui soient beaucoup plus sévères et qui exigent et qui attendent beaucoup plus des sociétés qui affrètent ces navires et que tout le monde prenne ses responsabilités. Un scandale selon vous? C'est un scandale? Moi, je crois qu'il reste encore beaucoup de cynisme dans certains milieux économiques et que l'opinion publique et cette fameuse société civile ne doit pas accepter ça. Elle doit réagir, elle doit vraiment exiger et demander que ces entreprises soient poursuivies et qu'on fasse tout pour que ça ne se reproduise pas. Allez, Haro, sur la voiture maintenant. Dans l'éco-geste de la semaine, nos confrères de Télé-Québec nous expliquent pourquoi il est bon de laisser Titine au garage. Comme conducteur, vous pouvez faire votre part pour contrer les changements climatiques en utilisant le moins possible votre voiture. Que ce soit pour aller au club DVD, visiter des amis ou accompagner vos enfants à l'école, ces trajets de quelques kilomètres se parcourent facilement à pied ou en vélo. Selon votre forme physique et la température, marcher 1 kilomètre vous prendra aussi peu que 10 minutes et un peu plus si vous êtes accompagné d'un enfant. Sachez aussi qu'en ville, le vélo est toujours plus rapide que l'auto pour les trajets de moins de 8 km. En effet, la voiture perd toute son avance quand on se cherche une place de stationnement. Choisir les transports actifs comporte plusieurs autres avantages. En plus de vous faire bouger, il ne coûte rien, vous évite le stress de la conduite et le déneigement, en plus de diminuer le smog et la pollution atmosphérique. Alors, pour vous rendre au dépanneur ou sortir au bistrot, enfourchez votre vélo ou mettez vos chaussures de marche. C'est bon pour votre santé et celle de votre planète. Alors Bernard Durand, la voiture, ça reste quand même un symbole de la société de consommation. Est-ce que vous pensez que les mentalités sont en train de changer malgré tout? Moi, j'ai l'impression, oui, que les mentalités changent tout simplement par la force des choses. C'est-à-dire que quand vous prenez une voiture dans une grande ville, vous êtes tellement bloqué, vous perdez tellement de temps et vous perdez tellement d'énergie que vous cherchez un autre moyen. Et à ce moment-là, vous redécouvrez, j'ai envie de dire, l'eau tiède, qui est un vélo, une bicyclette ou simplement marcher. Nous avons la chance à Paris, par exemple, de pouvoir traverser Paris à pied en 1 demi-heure, 3 quarts d'heure. Bon, ce n'est pas le cas de toutes les grandes villes et toutes les grandes mégapoles, mais je crois vraiment que justement, là, les consommateurs étant arrivés à une sorte de point un côté totalement absurde, redécouvrent des procédés de bon sens, marcher, le vélo, et là, d'un coup, il y a un moment de liberté qui se passe.
Alors c'est l'heure du feuilleton de Coup de pouce pour la planète. On va justement reparler des abeilles car dans le miel de Paris, nous sommes partis à la rencontre des apiculteurs des villes. Les abeilles, les sentinelles de l'environnement, les vigies de la biodiversité, eh bien, les abeilles disparaissent dans les campagnes, mais les ruches prospèrent sur le béton des villes. Simon-Pierre Delorme, apiculteur citadin, en parle avec passion. Nous participons à la vie urbaine parce que lorsque le RER passe et que vous posez votre main, vous sentez la vibration se transmettre. Et nous nous sommes demandé au départ si les abeilles allaient s'habituer. En fait, elles se sont parfaitement habituées. C'est un animal très adaptable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles soient très heureuses de ça, de même que les Parisiens ne sont pas forcément heureux du bruit de la ville. Mais elles y vivent. C'est un petit essaim bien peinard. Hein. Ouais. L'abeille parisienne est la même dans toute la France du Nord. C'est ce qu'on appelle l'abeille noire. Et c'est l'abeille d'Europe du Nord. Mais il se trouve qu'on a beaucoup importé de races différentes sous le prétexte qu'elles étaient soit plus travailleuses, soit plus douces. Ça n'est pas franchement vrai. Et d'autre part, l'abeille noire est peut-être un peu plus adaptée à notre climat, à notre écotype. Enfin, c'est plus un écotype que celle qui arrive du fin fond de l'Italie ou du Caucase. Les gens ont peur de tout ce qui vole, les gens ont peur des insectes, et on n'a pas appris aux gens le minimum d'histoire naturelle. Les deux abeilles échangent de la nourriture, donc langue contre langue, et en même temps, voyez le mouvement des antennes. Les antennes se combinent. C'est un des trois moyens de communication des abeilles. Il y a des dialectes chez les abeilles. Donc les abeilles du Périgord et les abeilles d'Italie n'ont pas les mêmes combinaisons. Elles vont butiner essentiellement au parc Montsouris, c'est-à-dire qu'on les voit monter, elles prennent le RER et elles descendent à la première station à gauche, qui est le parc Montsouris, qui est la cité universitaire. Mais dans la pratique, une abeille peut butiner jusqu'à 5 km de sa ruche. Elle n'en a pas vraiment besoin, en particulier à Paris, où il y a beaucoup de choses qui sont régulièrement arrosées et qui donnent régulièrement du nectar. Donc on dit qu'à Paris, elle butine dans un rayon de 3 km à peu près. On essaye ? Ouais, tu as l'enfumoir bien ? Ouais. Les gens qui viennent me voir me disent « C'est vous le monsieur du miel ?» Et je leur réponds toujours « Non, c'est pas moi le monsieur du miel, moi je suis le monsieur des abeilles. » C'est vrai que les abeilles font du miel, c'est vrai qu'on leur en vole de temps en temps, mais on n'est pas là vraiment pour le miel, on est là pour les abeilles. Ils n'aiment pas ça et on entend le son qui change doucement. Bon, on ferme. On l'enferme. Le miel de Paris, le feuilleton de Coup de pouce pour la planète, épisode 3 la semaine prochaine. Alors forcément, Bernard Durand, ça vous intéresse, ce feuilleton, c'est le sujet de votre livre, la disparition des abeilles. Alors, il y a un large chapitre, un gros chapitre qui est consacré aux causes de ces disparitions, mais rien ne se dégage, ça reste vraiment un mystère. Quelle est votre intime conviction à vous ? Mon sentiment, c'est qu'effectivement, le schéma qui peut expliquer ça est assez complexe. La plupart des scientifiques qui travaillent depuis 3 à 5 ans là-dessus arrivent à ce type de conclusion. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule cause qui a pu provoquer ce début de catastrophe écologique. C'est un enchaînement, c'est un scénario. Certains scientifiques parlent de boîte noire des causes. Moi, dans mon livre, j'ai utilisé l'expression d'association de malfaiteurs. C'était un petit clin d'œil, mais qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que si on cherche à accuser uniquement les pesticides, on risque de ne pas trouver la solution. Si on cherche à accuser uniquement les parasites tels que le fameux varroa qui décime bon nombre d'abeilles, on n'aura pas la solution. Par contre, quand on commence à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans les combinaisons de facteurs qui portent atteinte aux abeilles, alors là, il se dégage quelque chose, c'est que l'abeille est incroyablement fragilisée en fait. Elle est fragilisée parce qu'il y a de multiples agresseurs qui s'en prennent à elle. Alors, ces agresseurs étant pesticides, agents pathogènes tels que virus, tels que champignons, un fameux champignon qui s'appelle Nosema, acariens tels que le varroa,
Et puis une toile de fond surtout, c'est-à-dire une toile de fond qui est la dégradation de l'environnement naturel et le manque de ressources alimentaires. J'en reviens à votre reportage qui montre quelque chose, c'est que les abeilles vivent très bien à la ville, ouais. Pour une raison simple, c'est que la ville est un véritable supermarché alimentaire pour ces abeilles. Elles trouvent à manger à profusion, donc elles ont autant de protéines qu'elles veulent, et ça c'est quand même un sacré facteur pour qu'elles restent en bonne santé. Allez, dans la séquence coup d'œil de la semaine, la question qui tue, elle vient du WWF, et attention, ça va très vite. Voilà. Il y a sans commentaire, je crois. Vraiment sans commentaire. Bernard Durand, quel éco-citoyen êtes-vous? C'est quoi votre coup de pouce pour la planète? Je vous donne 40 secondes, pas une de plus, pour me répondre. Attention, top chrono. Bon, mon petit coup de pouce quotidien, c'est descendre les restes de légumes, les épluchures et tout au compost. Bon, c'est un tout petit coup de pouce, hein, j'avoue, c'est modeste, mais c'est le début. Et puis, c'est peut-être une autre façon de regarder autour de moi, de regarder ce qui vit, d'essayer de mieux comprendre et de mieux respecter, parce qu'il y a quelque part, il y a des miracles qui se passent sans arrêt sous nos yeux. Et parce qu'on est trop obnubilé par la technologie, par différentes choses, on ne regarde plus vraiment la nature. J'ai l'impression qu'il faut regarder la nature pour essayer de mieux la comprendre et pour mieux la respecter. Et vous nous rendez avec 5 secondes d'avance. Merci beaucoup Bernard Durand d'avoir été l'invité de Coup de pouce pour la planète. Je rappelle le titre de votre livre, Les abeilles, la planète et le citoyen. Comprendre les déclins des pollinisateurs, agir pour la biodiversité. C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Vous, téléspectateurs, n'hésitez pas à nous faire partager votre engagement. Vous connaissez l'adresse de notre site www.tv5monde.com/C2P. Rejoignez aussi notre communauté Facebook. On se retrouve la semaine prochaine avec une grande défenseur de la forêt brésilienne, Anita Studer, qui sera l'invitée de Coup de pouce pour la planète. En attendant, excellente semaine, excellent programme sur la chaîne francophone.